Oh. Hurry, hurry, baby, hurry. Hurry up! Up, 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 up. Oh, 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 oh! Bonsoir. Et vous, auriez-vous donné un coup de main à ce policier pour sortir cet homme de cette mauvaise posture? L'être humain est-il programmé pour aider son prochain ou au contraire pour lui rendre la vie difficile? Sommes-nous naturellement gentils ou méchants, altruistes ou égoïstes? La fameuse opposition entre deux grands philosophes, Jean-Jacques Rousseau, pour qui l'humain est fondamentalement bon, et Thomas Hobbes, pour qui l'homme est un loup pour l'homme. Ce soir, nous n'aurons bien sûr pas la prétention d'apporter une réponse claire à cette question, mais allons plutôt nous concentrer sur les avancées de la recherche scientifique autour de la gentillesse. Une émission qui va peut-être vous mettre du baume au cœur. Bienvenue dans la tête d'un gentil, ou plus exactement d'une gentille. Un de mes patients m'appelle en me disant tout affolé, je vous vite venir, il y a du sang partout. J'essaye de l'interrompre, vous êtes tombé. Non, 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 l'œil est touché, il faut venir tout de suite. Je file à toute vapeur auprès de mon patient. Et il était normal, affolé, les cheveux en bataille, mais pas de sang, normal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blessé où? C'est tout juste qu'il ne m'a pas dit, mais espèce d'imbécile. Mais c'est pas moi, c'est le chat. Ben, je ne me suis pas posé la question. J'ai ouvert ma sacoche. Et puis j'ai soigné le chat comme si j'avais pu le soigner lui. J'ai été lui chercher des gouttes, j'ai mis les gouttes dans l'œil du chat. Le chat stoïque n'a pas bronché, mais en tout cas, l'affolement du patient s'est atténué au fur et à mesure que le chat a cessé de saigner. Et quand à la fin du soin, il s'est mis à ronronner, le patient aussi s'est mis à ronronner. On nous a dit Annie, c'est la personne la plus gentille du monde. Vous en pensez quoi? Bah, que c'est un beau compliment, que c'est flatteur, dans un premier temps. Annie Marcel est infirmière indépendante dans la commune vaudoise de Saint-Sulpice. Son quotidien, une succession de visites à domicile. Bonjour, monsieur Schlegel, c'est Annie, c'est l'infirmière. Alors Annie, comment ça va? Ben, moi, ça va bien. Toujours ça va bien, il fait beau. Toujours au travail. Toujours au travail. Jour et nuit. Et vous, toujours aussi de bonne humeur? Oui. Ah, ça me fait plaisir d'entendre. J'ai cette chance de vous avoir. J'imagine que lorsqu'ils parlent de moi, oh, mais cette infirmière est tellement gentille, ça veut dire que je suis à leur écoute, ça veut dire qu'ils me font confiance, et ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de me parler, de me parler d'eux, de me demander certaines choses. Puis je pense que ça rejoint la culture de ma profession. Vous voulez que je prenne tout ça? C'est ce qui vous permet de vous maintenir à flot? Oui. Eh bien voilà, monsieur Schlegel. Vous les mettez dans le bon ordre, hein? On va essayer. Vous allez où? Prochain patient. Encore un autre? Alors je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Et puis s'il y a quoi que ce soit, et puis merci encore. Vous m'appelez. J'ai pas toujours été infirmière, j'étais comptable auparavant. Et si j'ai quitté cette première profession, je pense que c'était pour me mettre au service des plus vulnérables. On y va? Oui, oui, on y va. Alors c'est parti. J'ai pris une année sabbatique pour soigner mon papa à domicile, puisque c'était son vœu, il voulait plus d'hôpitaux, il voulait pas terminer dans un AMS. Donc j'ai passé la dernière année auprès de lui. Des grimaces quand même. Et je pense que là, ça a été une révélation pour moi. Et à son décès, j'ai entrepris des études d'infirmière au bout de 20 ans pour poursuivre cette profession avec le plus grand plaisir et satisfaction. On est des sociétés dans lesquelles on outsource, on confie la tâche de la gentillesse à certaines professions.
comme pour s'en dédouaner soit nous-mêmes. Hein. Nous, on peut tous être compétitifs, égoïstes et tout. On paie des gens pour s'occuper des malades, des personnes âgées, des handicapés, mais sans qu'on aille mettre les mains dans le cambouis. Une espèce d'outsourcing comme ça, de cette gentillesse. Bonjour Marie-Hélène, c'est Annie, c'est l'infirmière. C'est vous, Annie. On n'est pas gentil gratuitement. Moi, je l'ai vécu tout au long de ma vie. Le fait que j'ai été gentille, j'étais complimentée, j'étais reconnue. Se sentir aimé, je pense que ça, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour la confiance en soi, c'est bon pour avancer dans la vie, oui. Est-ce que vous recevez de la gentillesse en retour? Ah oui, ah oui, ah oui, sans nul doute. Je peux refaire un passage pour vous mettre en chemise de nuit. Mais ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup pour vous? Non, pour vous. Non, mais faut pas vous inquiéter de moi. Ou bien elle est peut-être rosa. Non, je peux repasser ce soir. Alors, je vais juste chercher votre antihypertenseur. D'accord. Gentillesse, bienveillance, altruisme, des synonymes? Définition. La gentillesse, c'est d'abord une attitude, c'est désirer le bien d'autrui. Et c'est aussi, évidemment, ça se traduit dans des actes. Hein. Ce sont des actes de bienveillance, d'altruisme, justement. C'est des petites choses qu'on fait pour les autres. Mais c'est, disons, en général, la gentillesse, c'est tourner vers l'autre et vers les autres. C'est aussi la non-violence, c'est la non-jalousie, c'est la non-indifférence à l'autre aussi. C'est tout un ensemble comme ça de choses qui sont tournées vers l'autre. Vous auriez pu prendre le linge que j'ai mis pour pas vous salir les pantalons, quand même. Non, mais ça va. Bon. Ça va. Ça va, je vous chatouille pas? Mais évidemment, à notre époque, il y a aussi toute une face péjorative au terme de gentillesse. Hein. On dit que quelqu'un est gentil quand c'est quelqu'un qui a peu de personnalité, qui se cache derrière une espèce d'apparence de gentillesse, une certaine forme de mièvrerie. Et donc, c'est quelque chose de très ambivalent de nos jours, la gentillesse. C'est pas si positif que ça de dire de quelqu'un, d'une personne, qu'elle est gentille. Rebecca Shankland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie à l'Université Lyon 2. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. L'un d'entre eux, vous l'avez écrit en 2020, coécrit avec Christophe André, le psychiatre français. Il s'intitule « Ces liens qui nous font vivre, éloge de l'interdépendance ». Alors, on vient d'entendre Bertrand Kieffer nous dire que dans la gentillesse, il y a quelque chose d'ambivalent. C'est pas toujours très positif. C'est vrai que quand on dit d'une personne qu'elle est gentille, c'est pas très valorisant. Oui, alors même si au départ, en fait, chez le bébé, il y a une attraction naturelle vers les personnages gentils, progressivement, avec le développement, on va intégrer le modèle sociétal qui valorise davantage la critique et notamment la critique négative. Par exemple, dans une expérimentation, il a été proposé à des personnes d'évaluer l'intelligence de critiques d'ouvrages et de manière majoritaire, les personnes considèrent que les critiques négatives ont été écrites par des personnes plus intelligentes que les critiques positives. Donc il y a cette survalorisation finalement de l'esprit critique qui fait qu'on pense que lorsque quelqu'un est plus positif, plus gentil, c'est aussi qu'il est naïf puisqu'il y a des choses qu'il ne voit pas que la personne critique arrive à voir. À tel point que parfois on cache sa propre gentillesse, j'ai le sentiment. Oui, effectivement, parce que ça peut être justement considéré un peu comme un signe de faiblesse. En tout cas, c'est moins valorisé dans notre société, à tel point que donc, les personnes gentilles, qui sont des personnes qui ont davantage l'habitude de coopérer, peuvent être perçues comme des personnes qui vont moins bien réussir dans la vie. Donc il y a vraiment une forme de dévalorisation de cette gentillesse et des comportements altruistes. Alors de notre côté, Rebecca, nous avons imaginé toutes sortes de situations dans la rue qui nécessitent l'aide de passants. Nous avons voulu ainsi voir leur capacité d'empathie. Sommes-nous spontanément gentils avec des inconnus? Pour le tester, nous avons filmé des passants genevois en caméra discrète. Nous avons imaginé des situations dans lesquelles notre complice a besoin d'aide. Comment les passants réagiront-ils? Merci, c'est gentil, merci. Merci, c'est gentil, merci. Merci beaucoup, monsieur, merci. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. On a été biologiquement et génétiquement construit pour vivre
en petite société, en horde, en famille élargie. Et ces petits groupes ne peuvent vivre que dans un cadre de bienveillance mutuelle et non pas d'égoïsme de chacun pour soi dans ces petits groupes. La grande difficulté à l'époque actuelle, c'est qu'on vit dans des plus grands groupes, beaucoup plus larges. Vous n'auriez pas 50 centimes pour prendre le tram? Merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Bonne journée, merci. Lorsqu'on pense aux générations futures, avec les problèmes climatiques, où là, il s'agit d'être gentil et de faire des efforts pour pas être que dans son petit plaisir à soi, mais pour d'autres qui ne sont même pas là, alors c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, il faut dépasser une gentillesse qui nous est vraiment consubstantielle, qu'on observe aussi chez les primates, une gentillesse, une espèce de douceur pour les proches, pour la famille. Et dépasser ça, oui, c'est vraiment un effort, ça se cultive, c'est un travail de culture et de civilisation. Bonjour, excusez-moi, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, vous auriez plus de téléphone pour passer un appel? Ce jour-là, la plupart des passants aident spontanément notre complice. Et quelques-uns font exception. Notre test n'a pas de prétention scientifique, mais il rejoint les constatations d'un grand nombre d'études. Dans la vie quotidienne, la gentillesse est bien plus répandue qu'on l'imagine. Ah, mais c'est un. Mais nous refusons de le croire. Nous sommes convaincus que l'homme est fondamentalement égoïste, en temps normal, mais plus encore en situation de crise. L'ouragan Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, illustre parfaitement cette croyance. Au début de la catastrophe, les médias rapportent des scènes de violence, de pillage et de panique. Le chaos dans la ville coupée du monde. Le président Bush décide alors de rétablir l'ordre et envoie des militaires dont le rôle est d'assurer la sécurité et non d'apporter du secours aux sinistrés. Dans un deuxième temps, certains journalistes partent à la recherche de témoignages directs des violences et de la panique, mais n'en trouvent pas. Ils recueillent au contraire des récits de solidarité et d'entraide. Des chercheurs de l'Université du Delaware approfondissent ensuite l'enquête en interrogeant 150 personnes, les autorités locales et des habitants. Ils vérifient les informations, consultent des documents et arrivent au même constat. Les rumeurs de violence et de panique étaient fausses. Mais surtout, elles ont rendu le travail des sauveteurs encore plus difficile. Privés d'aide extérieure, les sinistrés se sont le plus souvent organisés dans le calme et la solidarité. Dans les situations d'urgence, on voit apparaître des comportements très structurés, très organisés, très coordonnés. Il y a une équipe britannique qui explique que ces comportements d'entraide, ces comportements coopératifs, apparaissent parce que lorsqu'on est dans la même situation de catastrophe, les gens qui sont là développent un sort commun, un sentiment de sort commun, un sentiment d'identité commune qui ensuite les amène à aider les autres comme si c'était des gens qu'ils connaissent, comme si c'était des gens de leur groupe. Et donc, dans les situations de catastrophe, on voit apparaître plutôt de la coopération et des comportements structurés que des comportements irrationnels et de panique. Les adultes sont donc globalement gentils au sein de leur propre groupe, même en situation de crise. En voici une bonne nouvelle. Mais qu'en est-il des enfants? Sont-ils naturellement bienveillants ou est-ce l'effet de l'éducation? Est-ce qu'on est gentil ou est-ce qu'on le devient? De nombreuses études scientifiques tentent de répondre à cette question. Nous avons reconstitué l'une de ces expériences dans nos locaux avec pour volontaires de très jeunes enfants. Regardez. Depuis un tout jeune âge, les enfants, ils ont cette capacité, cette envie extrêmement innée d'être en sympathie, j'ai envie de dire, avec les autres personnes. Et puis ça, on le voit vraiment déjà chez les nouveau-nés qui, très spontanément, vont se mettre au diapason avec les attitudes, avec l'expression de la personne qui est en face d'elle. Et puis on sait déjà que c'est des premiers signes vraiment de sympathie et de ce qu'on va appeler plus tard la gentillesse. Pour vérifier si les enfants sont spontanément gentils, nous en invitons 4 à venir jouer dans les locaux de la RTS.
Nous reproduisons ici une expérience menée sur des centaines d'enfants à l'Institut Max Planck de Leipzig. Luigi s'affaire dans la même pièce que les enfants. Quelle sera leur réaction lorsqu'il se trouvera en difficulté? T'as de la pince. J'arrive pas à la prendre. Ah, merci. Ah, je veux dire merci. Alors, je suis en train de mettre des trucs. Ah, il y a la pince qui est tombée. Yo. Yo. Ah, merci. C'est clairement quelque chose que les enfants développent rapidement, c'est cette intention d'aller aider l'autre, d'aller lui apporter ce qui lui manque, de lui apporter aussi du réconfort quand il est triste. À 18 mois, les enfants ont déjà réalisé qu'est-ce qui est valorisé, où est-ce qu'on les remercie quand ils font quelque chose. C'est quelque chose que eux ont aussi expérimenté. Ils ont tous passé à 9 mois à tout jeter par terre et on leur ramasse. Il y a une part comme ça d'un comportement qu'ils ont appris parce qu'ils l'ont vu avec eux-mêmes et en plus, quand eux l'ont fait, ça a été valorisé, donc ça a été renforcé. Donc à 18 mois, on peut déjà plus parler d'un inné qui viendrait tout seul parce qu'il y a eu déjà énormément d'expériences qui se sont construites et qui ont fait que ce comportement-là est visible. Merci. Et en effet, comme dans l'expérience de Leipzig, les 4 enfants aident très volontiers Luigi. Mais est-ce pour autant la gentillesse qui les pousse à le faire ? Si dans la gentillesse est inclus l'intention, le besoin d'être ensemble et d'être ensemble dans une relation stable, harmonieuse, dans laquelle on est en confiance, on peut éventuellement parler de gentillesse. Mais on est sur des choses très simples, mais c'est un besoin inné et tout le petit humain va s'organiser pour construire ces relations stables, de confiance, dans lesquelles il se sent bien et en harmonie. Dans la deuxième partie de l'expérience, nous proposons des jeux vraiment irrésistibles aux enfants. Ils doivent s'en détourner pour apporter leur aide à Luigi. Vont-ils le faire? Aïe. Rien à battre. Aïe. Aïe, ouais. Aïe. Ah, mais en fait, je vais faire le tour de la table, en fait. C'est plus simple. Hein? Ça sera fait. Le comportement que vous allez voir le plus fréquemment à cet âge-là, plus que d'aller donner le crayon à celui qui l'a perdu, c'est d'arracher le jouet au copain à côté. Et là, on entend beaucoup de « il est égoïste, il veut pas prêter, t'es pas gentil, etc. » Voire même t'es méchant. Voilà, ou voire même t'es méchant, absolument. Alors que c'est vraiment un comportement qui a du sens pour le développement de l'enfant, parce que l'enfant, à cet âge-là, il est dans l'imitation. Il est vraiment dans l'imitation très immédiate. Ça veut dire que l'enfant, il aimerait faire exactement ce que son copain, ce que son papa, ce que sa maman, ce que son entourage est en train de faire. C'est mon assiette. C'est moi. Et ça, c'est un comportement qui est absolument normal à cet âge-là. Et puis d'un autre côté, c'est vraiment important que les adultes, là, ne mettent pas un sens moral à ce comportement qui n'a rien de moral, ni de méchant, ni de gentil. Et l'autre qui se laisse faire, c'est ni méchant, ni gentil non plus. Ça a la taille. Adrien, t'es gentil avec Armand, tu vois, il n'est pas très content. Tu dis pardon? Pardon. Certains adultes se dirigent vers des professions tournées vers les autres. Nous l'avons notamment vu en début d'émission avec Annie Marcel, notre infirmière qui prend bien soin de ses patients. Mais au-delà des métiers du care, comme disent les anglophones, ils et elles sont nombreuses à agir pour aider leur communauté sans pour autant attendre de rétribution. Je veux parler ici des bénévoles. Alors, donner de son temps et de son énergie pour les autres, est-ce gentil? C'est ce que nous avons voulu découvrir.
Anaïs et Alexandre consacrent une partie de leur temps libre à aider les plus démunis. Très important pour eux, associer à la démarche ceux qui en seront les bénéficiaires. Alors quand l'association solidaire distribue de la nourriture gratuite, c'est dans un climat de totale confiance. En fait, la grande question de la distribution alimentaire, c'est est-ce qu'il y a des excès? Est-ce que les gens viennent trop chercher? Qui c'est ces personnes imaginaires qui profitent, etc. Et en fait, ces personnes-là, quand on est dans la réalité du terrain, on s'aperçoit vite qu'elles n'existent pas à proprement parler. On a beaucoup entendu dire que vous allez répondre à des désirs, mais pas à des besoins. Du coup, on a un peu dû s'accrocher à notre idée au début. Puis on l'a fait. Chaque dimanche, une longue file d'attente se forme pour la distribution de 300 sacs de nourriture et d'un choix de légumes hors calibre. Une initiative de plus dans le paysage des distributions alimentaires, mais qui revendique son originalité. La première chose très particulière, c'est l'inconditionnalité qui est absolument totale et puis inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on ne demande rien à personne. Et puis ça correspond pour nous à l'objectif de faire en sorte que les gens se sentent le mieux possible quand ils viennent chercher des sacs, parce qu'on sait que c'est difficile de venir. Ça vous ferait plaisir? Tout le temps qu'on gagne à ne pas demander des comptes aux gens, eh ben, on peut l'utiliser pour faire connaissance, pour créer du lien, et puis que ce soit entre les personnes qui viennent chercher les sacs ou avec nous. Et ça a permis d'accéder à l'autre particularité de notre distribution, et c'est celle de faire participer un peu tout le monde. La distribution du dimanche, c'est aussi l'occasion de rafraîchir sa coupe de cheveux. Impossible de différencier organisateur et bénéficiaire. Chacun met la main à la pâte s'il le souhaite. Et chaque semaine, un ou une responsable coordonne la distribution. Ah, moi je vous le vends. Carottes? Vous avez des carottes bio? Oui. Elles sont très bonnes. Être responsable, ça implique des responsabilités, du coup, par rapport au groupe, essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et du coup, c'est une charge qu'on partage tous et toutes ensemble. Il n'y a pas, effectivement, du coup, de chef au sens qu'on l'entend, non. Mais il faut quelqu'un qui coordonne parce que ça rassure et ça fait du bien à tout le monde, finalement, chaque semaine. Et le fait de pouvoir aussi rencontrer autant de nouvelles personnes, de pouvoir échanger, ce côté, au final, très social, qui est un endroit où les gens se réjouissent de venir aussi pour faire quelque chose, être actif, mais aussi le fait que les gens se disent « Ah, je me réjouis de venir travailler ce week-end pour voir mes amis, en fait. » Moi, quand j'ai eu besoin d'aide, il y avait de l'aide ici, et moi, j'avais rien d'autre à apporter, sauf mon aide aussi. Mais quand on voit qu'il n'y a pas que moi qui galère, il y a d'autres, mais on est tous là pour aider ceux qui galèrent encore. Franchement, il n'y a pas mieux que ça dans la vie, non? L'association solidaire est maintenant sur des rails et les jeunes gens s'attaquent à un nouveau projet, une épicerie gratuite dans les locaux de l'ancienne poste du quartier de la Bourdonnette. Anaïs et Alexandre sont-ils pour autant les gentils de l'histoire? Pour moi, être gentil, ça va plus être une question d'empathie, de créer des bonnes interactions, de collaboration. Donc si on associe ces choses-là à être gentil, oui. On n'est pas dans un monde très agréable quand on fait des distributions alimentaires. C'est une réalité qui est dure. Et puis, je pense qu'en ce sens-là, plutôt qu'on est gentil, on est concerné et puis on peut fâcher plutôt. Enfin, moi, c'est plus ça ma motivation parce que, en fait, la réalité qui nous entoure, quand on regarde un peu autour de soi, si on s'y intéresse, elle est insupportable. Rebecca Shankland, Alexandre et Anaïs nous parlent d'inconditionnalité. On ne demande rien aux bénéficiaires. On part du principe qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de triche. C'est vrai que si on n'y fait pas attention, on peut vite utiliser l'entraide comme un outil de pouvoir, finalement. Oui, demander de l'aide, c'est vraiment difficile pour les personnes. C'est souvent associé à un sentiment de honte, d'incompétence, de vulnérabilité. Et donc proposer aux personnes d'offrir ce service sans qu'il y ait besoin de contrôler et de vérifier l'identité ou les besoins exacts de ces personnes-là, c'est vraiment lever ce frein pour permettre à plus de personnes d'oser demander de l'aide. Donc c'est vraiment une manière de pouvoir rendre ce service plus accessible aux personnes qui en ont le plus besoin. Et vous parliez de prendre du pouvoir, oui, parce qu'en fait, dans cette relation où on vient aider quelqu'un,
ça peut générer une forme d'asymétrie où on est en train de signifier à l'autre qu'il manque de compétences, qu'il est inférieur. Ça peut être pris comme ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certaines personnes refusent de l'aide pour ne pas se sentir dans cette relation d'asymétrie. Donc, finalement, on peut considérer que c'est vraiment un acte de gentillesse de permettre... De réduire cette asymétrie, exactement, en fait. De permettre aux personnes de se retrouver dans une relation d'égal à égal où personne ne vient contrôler ce qu'ils peuvent prendre ou pas prendre. Mais est-ce que le fait de donner fait de nous automatiquement des êtres gentils ? Alors non, parce que précisément, si on donne à des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir cette aide parce qu'elles ont trop honte ou un sentiment d'incompétence ou d'asymétrie, eh bien, on est en train de générer une situation de mal-être, d'accentuer le mal-être peut-être déjà présent, alors que si on prend vraiment la perspective d'autrui, donc si on est capable d'empathie et de tenir compte des besoins de l'autre, on va aussi être plus en mesure de favoriser son pouvoir d'agir, son pouvoir de s'impliquer dans la situation pour pouvoir aider à son tour d'autres personnes. Et c'est en collaborant autour de ce dispositif que ça va finalement permettre d'aboutir aux meilleurs résultats. Le maître mot ici, c'est la collaboration. Oui, tout à fait. Les avantages de la collaboration n'ont plus de secret pour ce professeur de psychologie sociale. Avec son équipe, il a mené de nombreuses expériences sur le sujet à l'Université de Lausanne. Nous en reproduisons une dans les locaux de la RTS. Pour ce jeu d'adresse, 4 volontaires par équipe manipulent un étrier métallique à l'aide de cordes tendues. Le but est d'empiler 6 pièces de bois sur la Croix-Rouge. Alors, venez seulement par ici. Installez-vous devant moi, là, en arc de cercle. La règle du jeu veut que vous ne touchiez pas les pièces avec les mains, ce serait trop simple. Hein. Il faut que tous les joueurs participent et n'hésitez pas à vous parler entre vous pour mieux vous coordonner. Pour les 2 premières équipes, Luigi insiste sur la consigne de collaboration entre les joueurs. Nous, de notre côté, nous allons vous observer et on se réjouit de voir le résultat de ce travail collaboratif. C'est parti. D'accord. Est-ce que vous avez bien compris il faut les empiler sans les toucher avec les mains. Voilà. Il faut que les cordes soient tendues. Voilà. On est 4. On est 4. Chacun prend une corde. Est-ce que chacun prend une corde? Oui. Dans les groupes qui avaient une consigne de coopération, eh bien, on trouve d'abord beaucoup de communication. Les membres des groupes se parlent et expriment ce qu'ils auraient l'intention de faire, mais ne le font pas encore. La corde, elle doit être tendue. Mais elle doit être tendue depuis là derrière ou tendue Oui, vous devez la tenir à l'extrémité, exactement, voilà, comme ça. Ok, et les plots doivent être tendus. Ah, il faut qu'on se déplace peut-être pour mettre oui, c'est pas bête, effectivement. Et deuxièmement, ils écoutent les autres. Donc ils tiennent compte de ce que les autres ont formulé comme intention. Ensuite, ils s'encouragent. Ils sont en train de créer une atmosphère positive. Comme ça. Voilà, parfait. Voilà, on est bon. Voilà. Ils essayent d'intégrer les points de vue de tout le monde avant de passer à l'action. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit « bon, j'ai cette idée, puis je vais y aller ». Non, une fois qu'ils sont d'accord, ils passent à l'action. C'est ça la coordination. Et puis une autre chose qu'on observe qui est assez frappante, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions sur les processus de groupe. Il y a une sorte d'autorégulation du groupe. Par exemple, il y a un moment où ils se disent « attention, on n'est pas très coordonnés, on devrait y aller plus doucement ». Donc on voit qu'ils arrivent à s'extraire de la tâche elle-même et de réfléchir sur ce que le groupe est en train de faire. Et on voit que cette stratégie est très payante parce que les résultats des groupes coopératifs sont tout à fait concluants. Et de 1. Bon. On pose à côté? Ouais, faut non, dessus. Ah, dessus, d'accord. On essaie de le mettre un peu. Ah, d'accord. Alors là, il faut aller très doucement. Ouais. On a le temps, on a 15 minutes. Vous voulez le mettre comme ça en... Ouais, comme ça, c'est bien, hein, je pense que c'est bien, ça va bien. Ok, d'accord. Ce sera compliqué de le mettre... En vraiment une ligne. Vraiment. Hop, 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 hop. Tiens,
crois qu'il faut que, de votre côté, il faut que vous baissiez un peu. Baisser un peu en face, ouais. Voilà, parfait là. Et tranquille, la faucon. Parfait. Le premier groupe collaboration réussit à empiler 3 des 6 pièces. Et le deuxième est encore plus efficace puisqu'il empile 4 pièces en quelques minutes. C'est un jeu qui n'est pas évident parce qu'on a un contrôle qui est vraiment limité. J'ai trouvé que l'équipe était assez soudée dans le fonctionnement. On était quand même très calme. On a assez bien géré, je trouve. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Je dirais de me mettre un peu dedans et de comprendre comment interagir avec les autres. De ne pas rester trop centré sur mes 2 cordes à moi, ce que j'ai fait quand même passablement. Dès qu'il est dedans, en fait, ça bouge. Même si la collaboration du groupe a été très efficace, certains joueurs pensent qu'un chef leur aurait permis de faire encore mieux. En fait, c'est à l'opposé de là où il y a, je pense. Je pense qu'il aurait peut-être fallu désigner ou un leader ou quelqu'un qui donne vraiment où se mettre, où les gens doivent se positionner. Le prototype du groupe qui fonctionne, c'est le groupe avec un chef, avec un CEO, avec un manager. Tous ces chefs qui viennent de la mythologie économique, de la mythologie des entreprises qui réussissent. Et donc c'est un peu ça qu'on a en tête. Et on ne se rend pas compte qu'en réalité, pour résoudre une tâche complexe, on a besoin de communiquer de façon sereine pour que des solutions innovantes, des solutions créatives puissent émerger. Si on attend que le chef donne l'ordre, on ne va pas être innovant, on ne va pas être créatif, on va tout simplement être complaisant. Luigi donne exactement la même consigne aux 2 équipes suivantes à une phrase près. Il y ajoute un élément de compétition. Un petit peu comme ça. On va vous observer et on va évaluer la contribution de chacun à ce jeu. C'est parti. Je pense qu'on va devoir les soulever. Ça va être sympa, ça. On essaie d'évaluer. Allez, on descend. On touche le bois et on tourne. Voilà, on y est. Tout doucement. Tout doucement. On tire. Tout doucement. Il faut le mettre dessus. Oui. Joli, joli. Peut-être que quelqu'un se rapproche vers moi, parce que moi, si j'avance, il va tomber. Non. Ce qui est remarquable, c'est que les groupes qui sont dans la condition d'évaluation ont exactement les mêmes conditions que les autres groupes. Ils ont une tâche qui sera réussie seulement s'ils sont bien coordonnés et ils ont une consigne de coopération. Sauf que la petite remarque de l'expérimentateur leur dit qu'il va y avoir une évaluation individuelle. Donc tout d'un coup, le groupe qui était une entité unitaire devient une somme d'individus. C'est très différent. On voit qu'ils ne s'écoutent pas très bien. On voit qu'ils parlent, qu'ils communiquent, mais en se coupant la parole. Bon, maintenant, réfléchissons. Doucement. Donc moi, j'avais pensé de les mettre en travers sur un et de le choper par-dessous. Mais je sais pas si c'est plus facile. Ça, c'est mes grenouilles. Bon, allez, si on Ça m'a pas l'air. Mais on aurait plus de marge, en fait. Mais on va jamais. On va essayer de redresser celui-là, il ne reste plus que celui-là. On voit que parfois, ils ont des initiatives qu'ils prennent sans avoir attendu le consensus dans le groupe. Et donc, de fait, ils sont très désordonnés, parce que chacun fait ce qu'il pense être la solution la plus appropriée. Et on le voit, les résultats ne sont vraiment pas bons. Non, c'est impossible. Ouais, je pense que c'est tous ensemble. Ouais. Non, c'est impossible de le soulever. Ou alors, Vas-y. Tu vois? Non, c'est impossible. Le découragement dans les groupes qui se sont évalués et qui sont en compétition est très typique. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que pour réussir une tâche de groupe, on doit développer ce qu'on appelle dans notre jargon l'efficacité de groupe. C'est-à-dire qu'on doit se rendre compte que si on travaille de concert, le groupe peut réussir. Évidemment, si on n'a pas l'impression qu'on est un groupe, on ne peut pas y arriver. Et c'est un sentiment
tout à fait exact, parce que si on ne se sent pas efficace collectivement, si on ne travaille pas de façon coordonnée, on ne va pas réussir. Les résultats des groupes compétition ne sont pas très bons. Le premier n'empile aucune pièce et le deuxième triche un peu, il en empile 2 sans déplacer la première vers la Croix-Rouge. Des fois, je pensais que j'y étais presque, donc j'avais peut-être essayé de faire un mouvement sans consulter les autres. On aimerait bien aller dans une direction, et bien qu'on nous a donné la consigne de parler entre nous, on a tenté de parler, mais j'avais l'impression que les personnes n'entendaient pas vraiment. Il y a 2-3 moments où je me suis dit il faut que je sois plus proactive parce qu'il a dit qu'il allait évaluer, alors qu'en fait, je n'avais pas la solution. J'ai essayé de comprendre le système, mais je n'avais pas de solution concrète. On est très habitué à être évalué de façon individuelle. Et donc, c'est presque une donnée qui fait partie de notre histoire. Nous allons à l'école, nous travaillons parfois en groupe avec nos camarades, et ensuite il y a des notes. Et au moment où il y a des notes, où il y a des tests, où il y a des épreuves, eh bien les camarades deviennent des adversaires. Mais ça fait tellement partie de ce à quoi nous sommes habitués que ça devient presque naturel d'être évalué de façon individuelle et de ne pas collaborer avec les autres autant qu'on le pourrait. Un peu de compétition suffit donc à saboter la collaboration. Si nous sommes à la fois collaboratifs et compétitifs, pouvons-nous choisir de développer un mode plutôt que l'autre? C'est vraiment un instinct, comme il y a un instinct maternel, il y a un instinct de gentillesse. Mais en même temps, nous avons, nous les humains, de forts instincts de compétition, d'exclusion, de prédation. Et on est vraiment une espèce très violente et très excluante, capable du pire. Mais c'est un projet de culture que de faire dominer la bienveillance, la gentillesse, l'ouverture à autrui par rapport à l'exclusion. C'est un projet de culture que de faire dominer la bienveillance, nous dit Bertrand Kiefer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la méditation est l'un des moyens que nous les humains possédons pour aller vers plus de bienveillance. Et si vous ne comprenez pas en quoi cette pratique mentale peut nous pousser à être bons et généreux avec les autres, je vous propose de découvrir ce qui suit, ça va peut-être vous éclairer. Il y a 1000 manières de muscler son ouverture aux autres. Parmi elles, la méditation de pleine conscience propose justement de cultiver sa bienveillance en prenant soin de soi. Félix est un jeune adulte soucieux du monde et des autres. La pratique de la méditation l'aide à calmer un esprit survolté. Je médite pas de manière tout le temps régulière, mais typiquement dans les situations où j'ai des examens, où tout d'un coup il y a vraiment une grosse dose de stress. Là, le semestre dernier, je révisais et je faisais une méditation toutes les 2 heures de 20 minutes juste pour être bien dans ses baskets. Et ouais, on revient à ce côté de prendre une pause en fait quand notre cerveau il tourne toujours à 100 à l'heure et ça vrille. Et ben là juste, ouf, on relâche la pression. On respire. Et ça m'a permis de vraiment... ça me redonne beaucoup d'énergie, en fait. Et du coup, ça me permet soit continuer à réviser, soit arriver à un examen beaucoup mieux préparé et de bien réussir après. La particularité, c'est d'apprendre, de cultiver une manière différente de faire. Et ce qui peut m'arriver, c'est de me retrouver à chauffer, à stresser, à tout d'un coup avoir mon corps qui entre en fibrillation dans des situations. Et la pleine conscience est une manière pour devenir plus habile à reconnaître ce qui est en train de m'arriver et peut-être d'avoir un peu de marge de manœuvre pour
réduire un peu cette réactivité automatique qui peut m'habiter et qui peut ajouter de la souffrance dans des situations dans lesquelles c'est déjà assez compliqué de régler des problèmes. Si en plus j'ajoute du stress à bord, eh bien, ça ne va pas ajouter une plus-value, ça va simplement me faire du mal. Moi, de base, la méditation, je la fais surtout pour moi. C'est vraiment un temps que je m'accorde et où j'essaie de m'écouter, de voir qu'est-ce que je ressens vraiment au fond. Après, j'ai remarqué que quand je prends ces temps pour méditer et que je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, eh ben, je suis aussi beaucoup plus à l'écoute des autres. C'est assez lié. Et donc le fait de méditer, c'est aussi s'ouvrir l'esprit par rapport aux problèmes de certaines personnes. Et donc si on est bien, nous, avec nous-mêmes, bah, là, on va vraiment pouvoir aider les gens. Alors que si nous, déjà, on est en tension avec nous-mêmes, bah, c'est compliqué d'aller encore donner des coups de main à gauche, à droite, parce que déjà là, c'est pas réglé. Et donc pour moi, méditer, ça permet de déstresser ici, et donc de s'ouvrir autour aussi. On a longtemps proposé la méditation de pleine conscience aux personnes dépressives ou victimes de burn-out. Mais aujourd'hui, de plus en plus souvent, la pratique sort du domaine médical. L'idée, c'est que nous sommes, si vous voulez, dans une population avec une petite minorité qui va très mal, une petite minorité qui va très bien, et le gros de la population va un peu moyennement. Et si on peut déplacer un peu cette courbe vers un bien-être un peu plus grand, c'est un peu l'intention de ce programme qui propose à quelqu'un qui n'a pas forcément un problème spécifique, un trouble ou un stress exagéré, mais simplement de cultiver une attitude qui peut améliorer ce bien-être. Ça, c'est un peu un développement plus récent et particulièrement intéressant à mes yeux. De manière générale, méditer, c'est super bien pour tout ce qu'on fait. Ça peut être se vider l'esprit, mais ça peut être aussi à 100% dans ce qu'on est en train de faire. Et typiquement, bah, si je vais faire de la slackline, le fait de m'entraîner à méditer, eh ben, ça peut aussi me donner une certaine rigueur. Et quand je suis sur la slackline, bah, je sais que je vais rester focus dans ma ligne et pas penser à 1000 autres choses en même temps. Donc là, on est plus dans la méditation consciente, où on va faire une chose à la fois, en fait. Si je prends un crayon et que j'écris quelque chose, bah, je ne pense pas aux courses que je dois faire après, alors que là, j'écris un texte pour l'école, par exemple. Bon, c'est moi qui fais tout le boulot, là. Arrête. C'est moi qui t'en tiens, là. Un expo? Ouais. Ouais, joli. On va se donner les deux mains. Ah, joli. Rebecca Shankland, est-ce que la méditation va sauver le monde ? Alors effectivement, il y a beaucoup de recherches dans le champ de la pleine conscience qui montrent des effets bénéfiques sur différents aspects et notamment les comportements altruistes. Par exemple, dans une expérimentation, il avait été proposé à des personnes de suivre un programme de pleine conscience pendant 8 semaines avec des pratiques dans le quotidien. Et à la suite de ça, elles devaient venir au laboratoire pour effectuer une tâche cognitive. Et en arrivant au laboratoire, elles arrivent dans la salle d'attente où il y a des personnes déjà assises et il reste une chaise. Donc elles s'assoient sur cette chaise. Et à ce moment-là, arrive une personne en béquille. Et en fait, l'expérimentation consiste à regarder si dans les 2 minutes, le participant cède sa place, sachant que les autres, en fait, sont des expérimentateurs. Ils sont complices de cette expérimentation. Et ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ont suivi le programme de pleine conscience, 50% d'entre elles cèdent leur place dans les 2 minutes, contre moins de 20% du groupe témoin qui n'a pas suivi le programme. Donc on voit qu'il y a vraiment une augmentation de ces comportements altruistes, même s'il y a encore une marge de progression possible. C'est d'ailleurs le but de la psychologie positive, qui est notamment un de vos domaines de recherche. Oui, alors effectivement, dans le champ de la recherche en psychologie positive, l'objectif est d'aider à diminuer notre biais de négativité. C'est une tendance naturelle qu'ont les humains à orienter l'attention davantage vers ce qui dysfonctionne, vers ce qui n'est pas satisfaisant, ce qui nous dérange chez l'autre. Et en pratiquant des exercices de psychologie positive, on permet de réorienter l'attention vers les aspects satisfaisants du quotidien, ce qui va augmenter notre bien-être et donc notre disponibilité mentale, ce qui nous aide à mieux prendre en compte les besoins de l'autre et y répondre. Rebecca Shankland, merci beaucoup. Merci à vous.